Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis, 18h, 19h, c'est votre heure de jazz sur les 103 points d'RVL. On commence tout de suite par un hommage au clarinettiste Buster Bailey, décédé le 12 avril 1967 à New York. C'est à l'âge de 13 ans qu'il a étudié la clarinette, et dès 1917, alors qu'il n'a que 15 ans, il commence dans l'orchestre de William Handy. Ensuite, c'est un engagement dans les années 20 chez Fletcher Anderson pendant 3 années, entre 1924 et 1927, et il enregistre dans le même temps des séances avec Louis Armstrong. Il accompagne également dans des enregistrements les chanteuses Mae Renee et la grande Bessie Smith, et en 1937, il rentre dans le groupe de John Kirby. C'est là qu'il va affirmer son talent jusqu'en 1946. Dans les années 60, il rejoint Louis Armstrong pour faire de nombreuses tournées avec le All Stars. C'est certainement avec Jimmy Noone le premier grand technicien de la clarinette. Je vous propose de le retrouver avec sa propre formation pour le disque Vocalion à New York, le 18 février 1938. Il nous interprète une de ses compositions qu'il a écrite avec Irving Miles, qui s'intitule Slow Jam Phase. Buster Bailey. Buster Bailey et sa formation enregistrée à New York pour le disque Vocalion le 18 février 1938.
Décédé le 12 avril 1967, il avait 64 ans. On vient de l'entendre avec Charlie Severs, quand même, à la trompette. Buster Bailey, donc, qui était à la clarinette. Pete Brown au sax alto. Billy Kyle était au piano. James McLean était à la guitare. John Kirby, déjà avec lui, était donc à la contrebasse. Et O'Neill Spencer était à la batterie pour nous interpréter cette composition de Buster Bailey, écrite avec Herbert Mann, qui s'intitulait Slow from Jam Fees. La page blues maintenant, avec un hommage à un bluesman qui a mis du temps avec l'heure. Il s'agit de Jimmy Dawkins, décédé le 10 avril 2013, il avait 76 ans, car il vient du Mississippi et il arrive à Chicago en 1955 pour travailler en usine. Il avait trouvé un job et le soir, il jouait dans les clubs loto. C'est là qu'il se fait connaître et notamment remarqué par ses futurs amis qui étaient Magic Sam et Otis Rush. C'est d'ailleurs Magic Sam qui l'encourage et qui l'aide à enregistrer pour la première fois en leader seulement en 1969. Ensuite, il a l'occasion de tourner aux États-Unis, dans toutes les États-Unis et en Europe, avec notamment l'American Folk Blues Festival. Malheureusement, sa carrière commence à décliner quelques temps après ses premiers succès, et dès la fin des années 70, il est un petit peu désabusé. Il crée son propre label, Lyric Records, qui ne marche pas fort. Et puis, finalement, c'est la réédition de l'album dont on va pouvoir écouter un extrait, qui s'appelle Fast Fingers, qui était ses plus grands succès, qui lui vaut le WCND Award en 1999 pour la meilleure des rééditions blues. Eh bien, écoutons un extrait de cet album qu'il avait enregistré pour Dale Mack dans les Sound Studios de Chicago, le 28 novembre 1968. Il nous interprète une de ses compositions, I Wonder Why. Jimmy Dawkins. So mean to me. I wonder why you so mean to me. I be kind to you, woman. What more can I be? I wonder why treat me the way you do. I wonder why treat me the way you do. Oh, I'll give you all my money and loving. What more can I do? Oh, yeah.
La page blues avec Jimmy Dawkins, à lequel on rendu hommage, disparu le 10 avril 2013, il avait 76 ans. Et là, on vient de l'entendre dans un extrait de son album qui est certainement son meilleur, enregistré pour Delmark, Fats Finger, au Sound Studio de Chicago le 28 novembre 1968. Il était entouré d'Eddie Shaw au sax ténor, Lafayette Lake était au clavier, Mighty Joe Young était à la guitare, Ernest Gatewood était à la contrebasse et Lester Dorsey était à la batterie pour l'accompagner dans cette composition de James Dawkins intitulée I Wonder Why. On continue avec nos hommages et cette fois-ci avec un pianiste talentueux et au style bien décalé par rapport à certains de cette époque des années 60. Il s'agit d'Herbie Nichols, décédé à New York le 12 avril 1963. Il avait 44 ans. C'est son père qui lui apprend d'ailleurs le piano quand il est jeune et il a une seule condition pour apprendre le piano, c'est qu'il est interdit de toucher au jazz. Cependant, eh bien, Herbie Nichols a ses attaches, il a des amis qui aiment cette musique et il forme un petit groupe et est engagé en 1937, alors qu'il n'a que 18 ans, dans le Royal Bacon Orchestra. En 1938, il fait, eh bien, la connaissance de Lester Young, tout simplement, et de Dizzy Gillespie, et c'est avec eux qu'il commence à participer aux premières jam sessions qui vont lancer le style bebop. Puis après ses obligations militaires, il a beaucoup d'engagements qui lui permettent de rencontrer notamment Thelonious Monk, avec lequel, eh bien, il lui donne, on va dire, quelques conseils, et surtout Mary Williams en 1952 qui lui enseigne l'harmonie. Et c'est en 1955-1956 qu'il commence à enregistrer pour le mythique label Blue Note. Il meurt malheureusement d'une leucémie donc en 1963. Je vous propose d'écouter ce compositeur brillant car il a beaucoup composé et puis un innovateur aussi dans la rythmique et dans les transmissions harmoniques. On va écouter Herbie Nichols dans les studios de Roddy Van Gelder à Hackensack le 13 mai 1955 avec Al McKibben à la contrebasse et Art Blakey au drums pour nous interpréter cette composition d'Herbie Nichols qui s'intitule Homo Bass Dance.
Nichols enregistré pour le label Blue Note, tiré de cet album qui s'intitulait The Prophetic Herbie Nichols Volume 2. Enregistré donc dans les studios de Roddy Vangeler à Hackensack le 13 mai 1955, il était accompagné de Al McKibbon à la contrebasse et l'immense Art Blakey à la batterie pour nous interpréter une de ses compositions qui s'intitulait Amoeba Dance. Herbie Nichols, certainement un musicien qui aurait pu poursuivre une longue carrière car il est mort, je vous le rappelle, le 12 avril 1963 et il n'avait que 44 ans. Dernier hommage pour les musiciens ce soir avec cette fois-ci un saxophoniste alto, ténor, mais aussi clarinettiste et aussi flûtiste et aussi compositeur. J'ai nommé Al McCusick, disparu le 11 avril 2012. Il avait 87 ans. Il avait commencé à jouer, comme le parcours de ces musiciens à cette époque, dans les grandes formations dès 1942. Il avait commencé avec Les Brown, et puis Woody Herman, bien sûr, a fait partie du nom. Il collabore notamment aussi avec les grands musiciens et compositeurs qui étaient Jimmy Jouffry et George Russell pour la qualité de leurs arrangements. Et en 1958, eh bien, il dirige son propre groupe avec notamment le grand pianiste Bill Evans. Puis ensuite, eh bien, il quitte petit à petit la scène et il va se consacrer vers la fin de sa vie à l'enseignement de la musique. C'est un improvisateur subtil, généreux et il s'était très bien entendu avec le guitariste Barry Galbraith qui était souvent convoqué dans pas mal de séances. Tiré de l'album East Coast Jazz Series No. 8 enregistré pour Bethlehem à New York le 17 février 1955, on l'écoute dans une composition de mini-album, qui s'intitule Tailor Made, Al McCusick.
classique à laquelle on rendait hommage, disparu le 11 avril 2012, il avait 87 ans. Mais si on entend dans cette séance tirée de cet album East Coast Jazz Series No. 8, enregistré pour Bethlehem à New York le 17 février 1955, si l'on entend bien sûr le talent au sax alto et à la clarinette d'Al McCusick, eh bien il faut savoir que Barry Galbraith était quand même son égal à la guitare et l'entente est parfaite dans cette composition de Medley Album qui s'intitulait Tailor Made. C'était Milt Tilton qui était à la contrebasse et Ozzy Johnson qui était à la batterie pour nous interpréter ce thème. Dernier hommage cette fois-ci avec une chanteuse née à Pittsburgh, disparue le 10 avril 2007. Elle avait 76 ans, il s'agit de Dakota Staton. Elle avait étudié la musique dans l'excellente université de Fulton à Pittsburgh, et puis elle commence à tourner dans les clubs au Canada et dans les grandes villes des États-Unis, à laquelle elle fait de nombreuses tournées, et c'est à New York que le producteur de chez Capitol, Dave Cavanaugh, eh bien, lui fait signer un contrat en 1957. Et c'est le début de pas mal de succès, du moins pour 3 ou 4 albums qui succèdent. Puis au fur et à mesure, eh bien, le succès n'est plus au rendez-vous et la carrière de Dakota Staton se termine un petit peu dans l'oubli. Là, on va la retrouver dans la plénitude de ses moyens, tiré d'un album qui s'intitule In the Night, enregistré pour Capitol, bien entendu, à New York, le 30 juillet 1957. Elle est accompagnée par le quintet de l'époque de George Shearing, dont je vous donnerai les musiciens. Vous allez voir, il y a une heureuse surprise. 30 juillet, c'est une très belle date. 1957 ne l'est pas plus et pas moins. Et on va l'écouter dans un très joli thème de Lou Brown et Ray Anderson qui s'intitule The Thrill Is Gone. Dakota Staton, une belle voix à redécouvrir. I'm in your arms and you are kissing me, but there seems to be something missing in your kissing. The love we knew is just a memory. It's turned into a comedy. The thrill is gone. The thrill is gone. I can see it in your eyes. I can hear it in your sighs. Feel your touch and realize the thrill is gone. Oh, the nights are cold, for love is old. Love was grand when love was new. Birds were singing, skies were blue. Now it don't appeal to you. The thrill is gone. This is the end. So why pretend and let it linger on?
Elle s'en va de loi à Dakota Staton, à laquelle on rend hommage, disparu le 10 avril 2007. Elle avait 76 ans et l'on vient de l'entendre dans une séance enregistrée bien sûr pour Capitol. Extrait de l'album In the Night, enregistré à New York le 30 juillet 1957. Eh bien, c'était le quintet donc de George Shearing qui l'accompagnait avec Emily Richards au vibraphone. Et c'était Toots Thielemans qui était à la guitare. Al McKibben était à la contrebasse. Percy Brice était à la batterie pour l'accompagner dans ce joli thème de Lou Brown et Ray Anderson, The Thrill Is Gone. Dans les nouveautés maintenant, eh bien, un trompettiste qui s'autoproduit et qui sort son premier album, qui s'intitule, en français dans le texte, Bleu. Il s'agit de Herman Mehari, natif de Kansas City, où il a enregistré donc cet album qui vient juste de sortir, donc vous avez donc la primeur dans l'émission, avec un titre qui s'appelle Tatra et qui est une composition de Peter Straub, qui est l'un des musiciens de cette séance et qui tient le vibraphone. On va écouter donc ce Tatra et découvrir ce nouveau trompettiste de la planète jazz, Herman Mehari.
s'appelle Herman Mehari, c'est un trompettiste qui vient d'enregistrer son premier album qui s'intitule Bleu, qu'il a enregistré sous le label Unlabeled Records et qui vient juste de sortir. On vient d'écouter une composition de Peter Schlamm, qui le vibraphoniste de cette formation, et qui s'intitulait Tetra. Et il a enregistré cet album en juin 2016 et il est accompagné par Logan Richardson au sax alto, Aaron Banks qui est au clavier, c'est déjà quelqu'un de confirmé, Peter Schlamm, donc le compositeur de ces titres, qui est au vibraphone, Rick Rosato était à la contrebasse et Ricky G. Lee était à la batterie pour nous interpréter ce thème qui avait été enregistré au Sound Studio de 81 à Kansas City dans le Missouri, dont est donc natif Herman Mehari. Et je pense qu'on aura l'occasion, bien sûr, comme on le dit souvent, de réécouter cet album, car c'est un trompettiste qui demande à être écouté et qui va certainement éclore parmi les meilleurs. Pour suivre cela, eh bien, on va retrouver une réédition dont on a déjà écouté quelques extraits. Il s'agit de l'excellente réédition de notre ami Jordi Pujol, patron de Fresh Tone Records, qui vient de ressortir en double album CD, qui reprend les enregistrements complets de Marianne McCall entre 1950 et 1959. Cette musicienne rodée dans les multiples formations, les grandes orchestres, eh bien, elle savait aussi se distinguer en soliste. Et là, elle avait enregistré pour le label Jubilee, en mars 58, un album qui était dédié à la Lune, qui s'intitulait Detour to the Moon. Là, on va la retrouver donc avec Teddy Charles au vibraphone, Mal Waldron au piano, Jimmy Raney à la guitare, qu'on va entendre abondamment dans ce thème. Oscar Pettiford est à la contrebasse et Jerry Segal est aux drums. Elle va nous interpréter, eh bien, un terme que vous connaissez bien sûr beaucoup. Pour beaucoup d'entre vous, vous le connaissez bien. Il s'agit de cette composition de Richard Rogers et Lawrence Hart, Blue Moon. Marianne McCall avec cette composition qui va refléter son style très original et cette voix bien particulière. Standing alone, without a dream in my heart, without love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without love of my own. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really
suddenly appeared before me. The only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without love of my own, without the love of my own, love of my own. Marianne McCall, tiré de cet album Detour to the Moon, enregistré en mars 1958 pour le label Jubilee, et qui fait partie donc de ce double CD réédité chez Fresh Sound Records, qui contient les enregistrements entre 1950 et 1959 de la chanteuse Marianne McCall. Et là, elle était accompagnée par Mal Waldron au piano, Teddy Charles au vibraphone, Oscar Pettiford était à la contrebasse et Jerry Segal aux drums, alors qu'on a entendu avec un admirable accompagnement le guitariste Jimmy Rennie, qu'on ne présente plus bien sûr. Ah, notre premier coup de cœur, vous l'avez découvert la semaine passée. Eh bien, c'est merveilleux album. On retrouve notre Rhoda Scott, on peut dire nationale, car on la considère comme française, Rhoda, puisqu'elle, pratiquement depuis 50 ans, elle séjourne en France, malgré d'avoir eu un petit goût de retour à une certaine époque. Il y a 2 ou 3 ans, je l'avais rencontrée. Elle avait idée de faire, d'arrêter un peu la musique et de faire une thèse sur le jazz aux États-Unis. Eh bien, elle y a renoncé et elle a bien fait. On va la retrouver donc dans ce nouvel album entièrement féminin, We Free Queens, enregistré au Sunset le 4 et le 5 mars 2016. C'est tout récent et l'album vient de sortir. C'est une très belle réussite. Sophie Allour au sax ténor, Lisa Cadborough au sax alto et Julie Sorry à la batterie. Et puis, on participait également, quand ils sont passés par là, faire un petit tour, une saxophoniste alto qu'on aime bien, puisqu'elle a été aussi coup de cœur il y a quelques mois de cela dans notre émission. Il s'agit de Géraldine Laurent. En attendant, je propose de retrouver ces dames, avec une composition de Wayne Shorter qui s'intitule One by One, et vous allez voir, c'est sensationnel. Rhoda Scott, Lady Quartet.
Le premier coup de cœur de ce mois d'avril, eh bien, c'est l'album We Free Queens, l'album du Lady Quartet de Rhoda Scott. Sophie Allour au sax ténor, Lisa Cadbero au sax alto, Julie Sori à la batterie, pour nous interpréter ce thème de One Shorter qui s'intitulait One by One, enregistré au Sunset le 4 et 5 mars 2016. Je pense que le mot swing veut dire quelque chose pour toutes ces dames et elles l'ont compris en attendant. On se régale avec cet album. On va se régaler pendant tout le mois d'avril et bien sûr beaucoup plus tard dans les autres émissions à suivre. Le deuxième coup de cœur, c'est une voix qui est non seulement qui était un showman, mais un admirable chanteur tout court, et il aimait le jazz. J'ai nommé monsieur Sammy Davis Jr. Retrouvons-le tiré de cet album enregistré chez Fresh Sound Records, qui ressort un album qui s'intitule Sammy Sing and Swing, avec les arrangements et la direction de Marty Piche, vieux briscard de la côte ouest, et avec les musiciens qui vont avec. À l'United Recording Studio de Hollywood, le 7 février 1961, Sammy nous enregistrait ce thème d'Oscar Levon qui s'intitule Blame It on My Youth. Sammy Davis Jr., ça aussi, c'est une mélodie dont on n'est pas prêt d'oublier la vocation. You were my adored one, then you became the bored one, and I was like a toy that brought you joy. One day, a broken toy that you preferred to throw away. If I expected love when first we kissed, blame it on my youth. If only just for you I did exist, blame it on my youth. I believed in everything like a child of 3, but you meant more than anything. All the world to me. If you were on my mind all night and day, blame it on my youth. If I forgot to eat and sleep and pray, blame it on my youth. If I cried just a little bit when first I learned the truth, don't blame it on my heart, blame it on my youth.
Un écrin pour Sammy Davis dans cette séance enregistrée à l'United Recording Studio de Hollywood le 7 février 1961, tiré de cet album donc qui s'intitule Sammy Davis Sing and Swing, accompagné merveilleusement par la formation réunie par Marty Pish, qui est le chef d'orchestre de cette formation et aussi l'arrangeur, on l'a compris, Jack Sheldon, Al Porcino aux trompettes, Vince DeRosa au corps, Stu Williamson au trombone à piston, Red Callender au tuba, Bud Shank qu'on a entendu dans le chorus, au sax alto, Bill Perkins au sax ténor, Bill Hood au sax baryton, Joey Mondragon à la contrebasse et pour finir, Mel Lewis à la batterie. On ne pouvait trouver meilleur musicien. Blame It on My Youth, c'est le thème, une composition d'Oscar Levin interprétée par Sammy Davis que nous retrouvera bien sûr la semaine prochaine puisque c'est notre deuxième coup de cœur. Et pour terminer, nous allons retourner à Hollywood, cette fois-ci dans le studio du Radio Recorders le 15 août 1945 à la faveur d'une réédition à prix modique chez Verve et retrouver cette fois-ci Conte Condoli à la trompette qui accompagne, si on peut dire, Stan Getz avec Lou Levy au piano. Roy Vinegar, la contrebasse et Shelly Manno-Jones nous interprète ce thème qui s'intitule Night in Tunisia.
tiré de l'album West Coast Jazz, le 15 août 1955, dans les studios Radio Recorders d'Hollywood. Stan Getz était son sax ténor, Conte Candoli fait apprécier son talent à la trompette, Lou Levy au piano, Leroy Vinnegar à la contrebasse et Shelly Manne à la batterie pour nous interpréter ce Night in Tunisia. Ainsi se termine ce numéro 332 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania numéro 332. À la réalisation, le deuxième, on va dire le deuxième magicien de la station, c'est notre ami Cyril qui s'y collait. Alain, votre serviteur, bien sûr, derrière le micro, vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.